It's a terrible shame you won't get to see what happens next. From est enfin de retour avec cette saison 4 et on peut dire que le premier épisode nous réserve pas mal de révélations. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le final de la saison 3 a offert plusieurs moments et révélations déterminants pour l'intrigue, de quoi donner du fil à retordre aux personnages. Pourtant, le premier épisode de la saison 4 n'a pas perdu de temps pour nous surprendre encore davantage, confirmant l'impression que l'histoire prend de l'ampleur à l'approche de sa 5e et dernière saison. La fin de la saison 3 a été l'une des plus riches en événements de la série jusqu'à présent, car elle a conduit plusieurs intrigues parallèles à un point de non-retour. Elgin a réussi à forcer Fatima à accoucher dans la cave, où elle a donné naissance à celui qui s'est avéré être le monstre qu'ils avaient réussi à tuer auparavant. Pendant ce temps, Jim a aidé Jade à enfin relier les pièces du puzzle de son projet obsessionnel avec Tabitha, concernant l'arbre à bouteilles, provoquant une vague de compréhension chez Jade et Tabitha. Apparemment en réaction, l'homme en jaune a confronté Jim dans les bois et l'a tué. Trop abasourdi pour s'expliquer en détail, Jade, Tabitha, Boyd et Fatima comprirent que tout ce qu'ils apprirent laissait présager la nature tragique, éternelle et inéluctable de la ville, où tous ses habitants, monstres compris, n'étaient que la dernière incarnation de son cycle de vie. Ces révélations constituaient des avancées majeures dans la compréhension de cette ville mystérieuse, mais le premier épisode de la saison 4 a déjà donné une nouvelle tournure à l'histoire avec plusieurs révélations importantes. Ayant perdu sa femme et probablement bien plus d'habitants que nous l'imaginons, tout en souffrant de symptômes, particulièrement inconstants de la maladie de Parkinson, Boyd avait depuis longtemps plus de raisons de perdre espoir de quitter un jour cette ville. Pourtant, la persévérance est l'une de ses caractéristiques principales, la ville semblant avoir toujours vécu dans un état de survie précaire avant son arrivée. Complètement démoralisé par le retour du monstre qui l'avait terrassé, l'une des plus grandes victoires de la ville à ce jour, cet épisode le dépeint dans un état d'esprit bien plus sombre que jamais. Il en est même venu à compter les munitions de la ville, car il n'y a aucun moyen de gagner. Le jour viendra peut-être où la seule chose qu'ils pourront décider, c'est comment ils choisiront de partir. L'idée que la ville n'ait d'autre choix que de mettre fin à ses jours collectivement est sinistre, mais plus significatif encore, Boyd a du mal à faire bonne figure devant les autres. Il confia sans détour son désespoir à Kenny, Fatima, Elise, Donna et Christy, qui s'inquiétèrent tous à l'idée que Boyd puisse perdre la volonté de diriger la ville. Et leur inquiétude est justifiée. Au fond, la série a toujours été un combat entre le bien et le mal. S'il existe des forces maléfiques comme la femme fantôme qui a égaré Elgin et les voix qui ont conduit Sarah sur le mauvais chemin, il y a aussi le garçon en blanc, les enfants et les apparitions de défunts habitants comme le père Catry, qui semblent tous s'efforcer de guider les villageois sur la voie de la droiture. Écouter ces forces positives et s'appuyer sur cette énergie est presque certainement la clé de la fuite des habitants. Dans ce même épisode, Julie a rappelé à Ethan, papa nous disait que tout ce que nous possédons ici, c'est ce en quoi nous croyons, alors nous devons croire en de bonnes choses. Le plan désespéré et tragique de Boyd pour sauver la ville a également révélé une faiblesse potentiellement critique à l'approche du dénouement final. Kenny a indiqué à Boyd qu'il y avait 47 habitants en ville, et Boyd semblait douter qu'il dispose d'autant de munitions. Bien que les obstacles rencontrés par la série soient pour l'instant presque exclusivement d'ordre psychologique, si la ville devait un jour se défendre physiquement, elle serait totalement démunie. Il est intéressant de noter que dans cet épisode, Danny était particulièrement tendue. L'ancienne policière pointait nerveusement son arme sur Christy lorsqu'elle est entrée dans une pièce. Christy lui fit alors remarquer que tout le monde sait que l'arme était déchargée. Le fait que l'épisode fasse non pas une, mais 2 allusions à la rareté des munitions dans la ville pourrait annoncer que la puissance de feu jouera un rôle important au fil de l'histoire. Cet épisode a introduit une nouvelle venue en ville, mais celle-ci n'est pas celle qu'elle paraît être. Cette adolescente pieuse, modeste et apparemment inoffensive est arrivée en ville par accident, lorsque son père, un prêtre, a été victime d'une crise d'épilepsie au volant. Le duo a percuté le poste de police et Sophia a été extraite de la voiture avec précaution après que des morceaux de métal tordus se soient miraculeusement arrêtés à quelques centimètres de son cou. Docile et récitant des versets de la Bible tandis que son père restait inconscient, Sophia ressemblait à beaucoup d'autres survivants arrivés en ville au fil de la série. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode, lorsque Sophia a ranimé son père grâce à ses pouvoirs, que l'épisode a révélé son secret au spectateur. Après avoir déterré une valise contenant les vêtements d'une jeune fille, l'homme en jaune prit l'apparence de Sophia, puis utilisa le prêtre comme cheval de Troie pour infiltrer la ville sans être détecté. De nombreuses théories circulaient quant à la véritable identité de l'homme en jaune et son lien avec la ville, mais le premier épisode de la saison 4 a fait un grand pas vers la résolution de ce mystère.
En montrant l'infiltration de l'homme en jaune dans la ville et sa transformation en Sophia, l'épisode a également révélé plusieurs de ses pouvoirs surnaturels. Outre sa capacité à changer d'apparence, l'homme en jaune semble posséder le pouvoir de blesser et de guérir par simple contact. D'un seul contact, Sophia a provoqué une crise d'épilepsie chez le prêtre. Plus tard, un autre contact et l'ordre de se réveiller ont suffi à le ranimer. L'évolution du personnage de Julie était fortement, voire explicitement suggérée dans la saison 3, mais les premières minutes de cet épisode ne laissent aucun doute. Dans le final de la saison 3, Julie, paniquée, retrouve Jim dans les bois et s'écrie « Je crois que c'est le moment, il faut que je change l'histoire ». C'est à ce moment précis que l'homme en jaune tue Jim. À noter qu'à cet instant, Julie a les cheveux plus courts et porte des vêtements différents. L'épisode reprend exactement là où l'épisode précédent s'était arrêté. L'homme en jaune demande à Julie « De quelle époque viens-tu » Julie semble alors disparaître comme par magie. Quelques instants plus tard, on la revoit en ville, sa coiffure et ses vêtements étant redevenus ceux qu'on lui avait vus la dernière fois. Elle ignore tout de la mort de Jim. Bien qu'il reste encore beaucoup de choses que nous ignorons, il est clair que les expériences de Julie dans les ruines, que Ethan a qualifiées de story walking, sont en réalité un voyage dans le temps. Les nouveaux pouvoirs de Julie, qui lui permettent de voyager dans le temps, s'accompagnent de crises d'épilepsie qui la submergent dès qu'elle pose le pied dans les ruines. Pourtant, elle n'est pas la seule à être victime d'une crise. Dans cet épisode, Marielle a remarqué que le prêtre manipulé par Sophia avait fait une crise d'épilepsie. S'adressant à Boyd, elle a déclaré « Je ne sais pas si son problème est d'ordre médical. Le jour de mon arrivée, j'ai vu Elgin faire une crise spontanée. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas si rare. » Boyd a confirmé, Ethan en a fait une la première nuit. Sarah en a fait une au restaurant. Ce n'était pas comme ça. Tous les personnages ayant fait une crise ne semblaient pas voyager dans le temps, mais ils ont tous vécu une expérience surnaturelle. Elgin et Sarah sont entrés en contact avec une force qui a tenté de les manipuler. À son réveil, Ethan a décrit le lac des larmes. Collectivement, les crises semblent être un effet secondaire de l'interaction des personnes avec l'énergie surnaturelle de la ville, bien que cette interaction soit différente pour chaque personne. Ce n'est pas un hasard si l'homme en jaune a choisi une alter ego aussi religieuse. Le fait qu'il ait déjà pris possession du corps de Sophia, ses vêtements étant rangés, suggère qu'il ne réagissait pas aux circonstances. Le prêtre faisait plutôt partie du plan prédestiné de l'homme en jaune. Les récitations de versets bibliques par Sophia, apprises par cœur, semblent le confirmer. Le thème de plus en plus présent dans la série, celui d'une lutte sans fin entre le bien et le mal, évoque également l'imagerie biblique. Tout comme l'homme en jaune lui-même. Il a quelque chose de très démoniaque, presque diabolique, dans la façon dont il semble prendre plaisir à manipuler les habitants et à les égarer. Prendre l'apparence d'une innocente se promenant parmi eux sans être remarqué donne une dimension supplémentaire à cette atmosphère. Dans les derniers instants de cet épisode, Tabitha, Julie et Ethan vivent une expérience de hantise assez classique dans leur maison. Une casserole tombe et lorsqu'ils viennent voir ce qui se passe, les placards se mettent à s'ouvrir et se fermer tout seuls. C'est le type de phénomène généralement associé aux démons, à la possession et à l'exorcisme. Étant donné la propension de l'homme en jaune à manipuler psychologiquement les habitants, il pourrait s'agir d'un acte délibéré visant à semer la peur au sein de la famille Matthews, désormais privée de la protection de Jim. Cependant, sans autre contexte, cette scène pourrait aussi n'être qu'un simple effet secondaire du rapprochement de la ville avec le surnaturel. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Sophia, coïncidant avec une telle manifestation du mal biblique, souligne les thèmes religieux omniprésents dans la série, qui, espérons-le, se préciseront davantage au fil de la saison 4. L'homme en jaune se faisant passer pour Sophia confirme une théorie qui avait vu le jour il y a environ 1 an concernant la saison 4. Le méchant prétendrait être un nouveau venu dans la ville. L'idée est qu'au lieu de semer la peur et le chaos par sa voix à la radio ou à distance, il peut les terroriser plus directement et potentiellement les empêcher de découvrir des vérités importantes sur la ville ou comment s'en échapper. Ce que la théorie n'avait pas anticipé, c'est que l'homme en jaune infiltre la ville sous une apparence totalement différente. C'est un coup de maître, car même si Jim est mort et que Julie, dans le présent, ne l'a pas encore croisé lors de son voyage dans le temps, Tabitha et Jade pourraient l'avoir reconnu maintenant qu'ils se souviennent de détails de leur vie antérieure, ou Henry pourrait l'avoir reconnu grâce aux peintures de sa femme. Rien ne permet au personnage de la série de soupçonner que la fille du pasteur, apparemment vulnérable et protégée, arrivant en voiture comme tout le monde, soit secrètement la coupable responsable de leur souffrance. Ils ignorent que le pasteur était seul et qu'il ne l'a prise en stop qu'après, et que c'était elle qui a provoqué l'accident contre le poste de police. Si de nombreuses énigmes de la série tardent à être résolues, y compris celle de la saison 1 qui reste en suspens, la saison 4 ne s'attarde pas sur l'identité de Sophia ni sur les agissements de l'homme en jaune après la mort de Jim. La fin du premier épisode de la saison 4 révèle clairement qu'il s'agit de Sophia instaurant ainsi une tension palpable pour la suite, notamment en vue des indices qui laissent entrevoir concernant son plan.
Avant d'étouffer le pasteur, l'homme en jeune confie que son moment préféré, qui arrive ensuite, est celui où les habitants s'entre-déchirent. Au lieu que ce soit les monstres nocturnes ou des hallucinations mortelles qui causent le plus de dégâts, il semble que l'étape suivante consiste à dresser les habitants les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'ils commettent les meurtres. Ceci est d'autant plus facile à réaliser que l'homme en jaune est déguisé parmi eux, ce qui lui permet d'attiser plus aisément les conflits et de les pousser à bout. Au-delà de cela, son plan reste flou, mais le fait qu'il dise à Jim et au pasteur que c'est son moment préféré confirme que cela s'est déjà produit, probablement dans certaines des vies antérieures de Tabitha et Jade. L'idée que des personnages très appréciés des fans, y compris des membres de la famille ou des amis proches, s'entretuent atteint un nouveau niveau d'horreur et pourrait bien annoncer certaines des morts les plus dévastatrices jamais vues. La famille Matthews, Jade, Henry, Victor, Boyd et les autres personnages actuels sont loin d'être les premiers à traverser ce cycle, mais il reste à savoir s'ils peuvent le briser ou réaliser qui est Sophia avant qu'il ne soit trop tard. C'est un plaisir de réaliser cette première vidéo sur From, ça fait longtemps que je voulais le faire, je n'avais pas eu l'occasion et maintenant c'est fait. Toi qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de tes théories dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.